je suis turque et je faisais mes études à Istanbul à cette époque, donc j'ai eu vraiment le bonheur de pouvoir participer à ces mouvements là-bas, faire cette expérience. Hop. Et voilà, Gezi est le nom d'un parc public situé au cœur de Taksim. Là c'est Taksim, là c'est les places Taksim. Ici c'est l'avenue Istiklal, c'est un avenue qui est à peu près 1400 mètres longue, très longue du coup, et historiquement très important. Et ici c'est le parc Gezi. Un jardin public, mais pas enfermé comme c'est ici, c'est ouvert, du coup il y a des gens qui viennent, qui se promènent, voilà, et tout ça. Et tout s'est passé dans cet endroit-là. Il y a quelques entrées à la parc, je le précise maintenant parce que après ça va être important. Par exemple, par ce côté, ici sur l'Istiklal, ici il n'y a pas exactement une entrée, mais disons il fallait sauter là et bien évidemment là, parce que après nous avons fait des barricades pour toutes ces entrées pour empêcher la police, mais je vais y revenir. Alors Gezi est le nom d'un parc public situé au cœur de Taksim, l'un des quartiers les plus fréquentés historiquement importants d'Istanbul. Les mouvements ont commencé le 27 mai, suite à la démolition de murs extérieurs du jardin et le déracinement de certains arbres, c'était de ce côté plutôt, à 22h du soir. Du coup, enfin, c'était vraiment le tard. Ah, c'est pas très bien comme certains membres d'un collectif de solidarité de Taksim ont empêché la destruction et campé dans le jardin. D'autres les ont rejoints rapidement et dès le lendemain, l'intervention armée de la police a commencé et l'occupation du jardin a continué, par nous, jusqu'à 16 juin où les forces policières ont accaparé l'espace. Du coup, c'est une expérience de l'occupation du jardin public, campé voilà, sur le jardin public, et qui a duré de 27 mai jusqu'à 16 juin, mais après, même si on est sorti du jardin, on est arrêté d'occuper l'espace, les événements sont continués, il y avait pas mal de manifestations, et non seulement à Istanbul d'ailleurs, ça a eu des répercussions dans des autres villes, presque dans toutes les villes de la Turquie. De quelle année 2013. 2013, été 2013. C'était quel gouvernement? C'était toujours Erdogan et je vais l'expliquer aussi. Alors, la motivation du gouvernement, c'était la réalisation d'un projet dit d'aménagement urbain. Il s'agissait de la transformation du parc Gezi en centres commerciaux. Et en passant, il faut dire qu'en Turquie, les centres commerciaux sont présentés notamment comme des centres de vie. Enfin, Yaşam Merkezi, ce qui est un peu nul, c'est comme si vie se passe dans les lieux où on achète des trucs, c'est autre chose. Bon alors, avant de détailler dans la deuxième partie de cet exposé le mouvement Gezi, la présentation du mouvement, je voudrais commencer par le contexte sociopolitique justement de la Turquie et de l'époque, qui n'a pas d'ailleurs beaucoup changé depuis. Alors, voilà, contexte, après Gezi, résistance, fête Çapulin. Çapulin, c'est un mot inventé, mais je vais venir là-dessus pour expliquer qu'est-ce que c'est. Et la troisième partie, ça va être nous tous, toutes un petit peu pour voir si on arrive à trouver des convergences entre les deux mouvements. Alors, première partie, là, c'est un dessin que j'ai fait moi-même. Alors, Recep Tayyip Erdoğan, donc Erdoğan, notre cher président aujourd'hui aussi, était en 2013 le Premier ministre. Son parti AKP, dont on voit l'emblème ici, le logo, le parti de justice, on m'entend ou pas? Non, ça fait des coupures. Ça fait des coupures. Je sais pas trop comment faire. Là c'est bon? Je crois que c'est bon. Son parti AKP, le parti de justice et de développement, était déjà au pouvoir depuis 10 ans. Il a commencé sa carrière politique comme le maire d'Istanbul en 1994, quand j'avais 1 an. Jeune politicien radicalement islamiste à l'époque, il se présentait comme étant contre la corruption
et voulant faire sortir la mégapole de son état chaotique. Lorsqu'il était le maire d'Istanbul, il n'y avait pas encore l'AKP, son parti politique actuel. Il faisait partie d'un parti qui s'appelle Parti de l'Ordre National, puis du Parti de la Prospérité, puis Parti de la Vertu, comme ça, les partis ultra-islamistes qui se succèdent l'un après l'autre. Et on voit, je pense, même avec le nom Parti de la Vertu, de l'Ordre National. Ces partis-là, les partis ultra-islamistes, sont radicalement opposés au camp kémaliste, le parti d'Atatürk. Atatürk, c'est celui qui a fondé la République turque en 1923. Et c'est un peu gauche, mais pas vraiment, très réformiste et nationaliste. Il faut savoir aussi que la laïcité est l'un des piliers de la République d'Atatürk. Et la Turquie est l'un des deux pays avec le Mexique, si je ne me trompe pas, où la laïcité, le principe de laïcité est intégré dans la constitution même du pays. Et selon ce principe même, on interdisait les partis jugés anti-laïcs. C'est pour ça qu'il y a eu une succession des partis ultra-islamistes, parce qu'ils n'arrivaient pas justement à trouver leur place. C'était bientôt, rapidement dissolu, parce que jugés anti-laïcs. Et d'où une succession de solutions. Et jusqu'à ça, c'est comme ça, jusqu'à la fondation de l'AKP, le parti d'Erdogan. En 1998, Erdogan est emprisonné pour avoir lu un poème jugé comme une incitation à la haine. C'était un poème d'un nationaliste, le premier sociologue de la Turquie. Et c'était, je ne me souviens plus exactement, mais les minarets sont à nous, il y avait quelque chose de très islamique. Et il reste en prison 4 mois, et puis quand il sort, il rompt avec son ancien parti et décide de fonder son propre parti, dans l'ambition de moderniser l'islam. Il rejette systématiquement au départ l'étiquette islamiste et se veut réformiste et conforme au principe de la laïcité. C'était obligé pour pouvoir garder son parti. En 2001, il fonde l'AKP et obtient la majorité relative de 35% dans les élections législatives de 2002. Et Erdogan devient le Premier ministre en 2003. En 2007, 4 ans plus tard, AKP obtient 47% des votes, presque la moitié, et 50% en celle de 2011. En 2011, donc il est vraiment la moitié du pays le soutient. Et il faut savoir que jusqu'à 16 avril 2017, c'est-à-dire il y a là quelques jours, la Turquie est officiellement un régime parlementaire avec un parlement qui possède le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'Assemblée qui fait les lois, et contrôle le bon fonctionnement du cabinet ministériel qui, lui, a le pouvoir exécutif. Le contrôle... Or, c'est les parlementaires de la Grande Assemblée nationale de la Turquie, élus du peuple, du coup donc, qui fondent le cabinet ministériel, c'est-à-dire le gouvernement. Dans ce cas, le parti politique qui remporte les élections a aussi le pouvoir de constituer le gouvernement avec les ministères qui sont proches, ou voire qui font partie de leur propre parti. Dans ce cas, on ne peut pas vraiment parler d'une séparation de pouvoir, c'est plutôt, des trois pouvoirs, c'est plutôt la séparation de l'exécution et de la justice, et l'exécution et la législation restent un petit peu proches l'un de l'autre. Une autre particularité est celle qui a aussi différencié la Turquie de la France, était que le Premier ministre était élu par suffrage universel et était le chef du gouvernement, alors que le président, le chef d'État, était désigné par la Grande Assemblée nationale pour un unique mandat de 7 ans et n'avait qu'un statut, disons, symbolique. C'était juste la dissolution du Parlement, pas nécessaire, mais c'était presque symbolique, quoi. Avec les réformes de 2007 que Erdogan a fait, le président est élu directement par le peuple, par le suffrage universel direct, et son mandat est désormais renouvelable une fois. Il fait tout ça pour pouvoir rester au pouvoir le plus possible, quoi. Il change de costume, voilà. D'ailleurs, il est élu en 2014 comme le président du pays. Et avec le référendum du mois dernier, donc, de 16 avril, le système est devenu officiellement présidentiel et le poste de Premier ministre va être supprimé.
en faisant du chef d'État le point de concentration du pouvoir. Erdogan devient notre cher dictateur. Alors je voudrais faire cette longue parenthèse qui succède Gezi, parce que Gezi ça a eu lieu en 2013, mais là j'ai parlé de cette année, pour pouvoir situer un petit peu les mouvements dans les anticipations politiques d'Erdogan. Retournons donc au contexte. L'idéologie de l'AKP, dès le départ, c'est d'établir la stabilité économique et politique en Turquie, qui a connu 3 interventions militaires avec 10 ans d'intervalle, en 1960, 71 et 80. En effet, le poids de l'armée dans le système politique turc était très pesant. Le pouvoir de l'armée en tant que gardien de la République kémaliste est un héritage du début de la fondation de la République, en 1923. Ceux qui l'ont fondé, y compris Atatürk, étaient effectivement des militaires. Et donc un bon réformiste, Erdogan voudrait fonder sa nouvelle Turquie en se rompant avec cet héritage kémaliste et sa république qui mettait le principe de laïcité avant tout. Ce même principe qui a empêché l'affirmation d'une tradition politique islamiste et qui a créé un sentiment de répression chez ses électeurs, chez les électeurs d'Erdogan. Ahmet İnsel, un politologue turc, qualifie les politiques d'Erdogan comme étant revanchards, à ce titre, contre les élitistes kémalistes qui les ont longtemps opprimés. Donc il faut savoir cette opposition aussi au niveau sociétal. Enfin, c'est pas seulement opposition idéologique entre des partis politiques, mais aussi il y a une histoire pour le peuple. En matière de l'économie, l'AKP mène des politiques ultralibérales. Le nom même de son parti, la justice et le développement, nous en dit beaucoup. Il donne le primat au développement des secteurs qui vont assurer la croissance économique rapide du pays, comme le secteur bâtiment travaux publics qui assure l'urbanisation, le secteur d'énergie qui vise l'indépendance énergétique ou le secteur minier qui vise l'accroissement de l'exportation, etc. Cette visée du développement à rendement immédiat se soucie très peu, bien évidemment, des questions d'environnement ou de la sécurité des travailleurs ou travailleuses. Pour ne donner qu'un exemple, en 2014, peu après le mouvement Gezi, comme pour confirmer, légitimer le mouvement, il y a eu un incident catastrophique dans le mine de Soma, c'est au sud-ouest du pays. Suite à une explosion, faute de contrôle de sécurité efficace suffisant, 300 mineurs ont perdu leur vie. Au niveau sociétal, toujours selon Ahmet İnsel, la société turque est fractionnée sur 3 axes principaux. Premièrement, ethnique, entre les Turcs, les Kurdes, qui constituent le 20% de la population en Turquie. Et là, j'ai mis cette image. Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Sur cette image, toutes les images sont de Gezi. Sur cette image, on voit une jeune femme avec le drapeau de la Turquie et un homme qui porte le drapeau du parti kurde de l'époque, qui a été dissous après et qui précède le HDP d'aujourd'hui. Et main dans la main, enfin, il n'y a pas ce problème turc-kurde au Gezi. Voilà, du coup, division ethnique entre les Turcs, les Kurdes et aussi les Arméniens, à qui on relie la reconnaissance historique du génocide arménien. Là, on voit un pancarte de Gezi qui est dans la langue arménienne, enfin en arménien, et qui dit justice pour Hrant. Hrant, c'est un journaliste arménien, militant, très bon ami de Pınar Selek, qui a été assassiné en 2007 par un bal, et dont l'exécuteur n'est toujours pas connu. Enfin, c'est laissé tomber un petit peu. C'était le gouvernement qui l'a tué, c'est sûr et certain. Parce qu'il parlait trop, parce que voilà, il était. Alors, deuxième axe. Deuxième axe de division, c'est religieux entre les sunnites majoritaires, dont Erdogan et son parti,
et les Alevis, qui constituent 15 à 20% de la population. Et là, on voit un derviche tourneur avec un masque de gaz, je ne sais pas comment ça s'appelle le masque, qui fait une présentation, enfin qui fait les danses justement à Gezi. Et finalement, une division socioculturelle entre les réformistes et les conservateurs. C'est le troisième, pardon? Oui, troisième, c'est socioculturel. Ethnique, religieux et socioculturel. Je ne vais pas entrer en détail comment AKP a accentué ces divisions sur un point tel qu'elles se sont révélées caricaturales aux yeux d'une certaine partie du peuple, dont les participantes de Gezi. Une autre motivation du mouvement était directement liée à la personnalité d'Erdogan, non seulement parce qu'il attaquait au mode de vie, par exemple, par un décret qui interdisait la vente d'alcool après 22 heures, et toute publicité sur les boissons alcoolisées sous prétexte des mesures de la santé publique, mais aussi à cause de ses rhétoriques moralisatrices, comme ses propos sur le nombre d'enfants qu'une femme idéale doit avoir et son langage haineux. J'aime particulièrement beaucoup cette tag. Là, en fait, c'est marqué « Nous sommes venus avec nos mères en turc » parce que ça a une histoire. Un jour, lors d'une visite à un village Erdogan rencontre un paysan qui voudrait lui protester en disant que voilà, tes politiques nous font mal et tout ça. Et il emploie une expression turque qui veut dire littéralement tu fais ma mère pleurer. Et excusez-moi d'interrompre, ouais. parce qu'on doit partir. Okay. Et vite fait, tu savais que les Romains, on descend des Turcs. Oh bon? Ok, oui. Très bien. Merci beaucoup. Les chevals de Troie. Voilà, tu déranges là, tu déranges. Oui. Ciao. Formation. Alors, on continue. Voilà, du coup, le paysan, il dit t'as fait pleurer ma mère, enfin, un peu à l'expression. Et Erdogan, il répond, parce qu'il attendait pas quelque chose comme ça, il dit dégage-toi et ramène ta mère avec toi, en gros. Et du coup, on renverse un petit peu l'expression en disant qu'on est venu avec nos mères, quoi. On se dégage pas, il faut que tu écoutes nos protestations. Et alors, ainsi, nous pouvons dire qu'Erdogan a préparé le terrain des mouvements de Gezi avec ses politiques conservatrices et revanchards, son économie ultralibérale à rendement immédiat et peu soucieuse de la nature et de ses composants, y compris humains. Avec ses propos rancuniers et sa prétention à être l'autorité suprême politique et morale. Toutefois, il a également préparé le mouvement d'une manière involontaire, mais positivement, quoi. Sans vouloir jouer l'avocat du diable, il faut aussi souligner le fait qu'en effet, ces politiques économiques ont donné à l'économie une stabilité relative en donnant à la jeunesse, c'est-à-dire à ma génération, qui a grandi avec lui, non pas unique, mais principale participante du mouvement en tant que jeune, parce qu'il y avait aussi... je vais faire tout à l'heure. Et notamment des gens des classes moyennes, un relatif optimisme concernant le futur. Cette stabilité nous ont donné cette image. Les négociations qui avaient été commencées avec le PKK, le Parti des travailleurs de Kurdistan, qui a fait longtemps depuis 82, ils sont armés, il y a presque une guerre civile entre les guerriers de PKK, de Parti des travailleurs, des travailleuses de Kurdistan, et l'armée turque. Du coup, il a fait commencer les négociations pour la première fois de l'histoire de la Turquie, et du coup, l'atmosphère ça a été relativement un plus apaisée. Et finalement, ces luttes contre l'élitisme kémaliste et contre l'armée, prête à intervenir au domaine politique, ont brisé l'image sacrée d'Atatürk et sa république nationaliste et permis aux individus de reprendre la responsabilité politique. Il ne faut pourtant pas ignorer la forte tradition de militantisme, surtout de gauche en Turquie,
Néanmoins, après le coup d'État violent de 1980, et je ne suis pas la seule qui se trouvait dans cet état, les jeunes de l'époque, donc les familles de ma génération, conseillaient à leurs enfants de ne surtout pas mettre les mains dans les affaires politiques, parce que c'est très dangereux. Or, les mouvements de Gezi, il me semble, ont repolitisé un peuple qui n'avait guère peur de reprendre les res publica, les choses publiques, dans leurs mains. Alors, deuxième partie. Gezi, résistance faite et chapuling. Une universitaire exilée, Çağla Aykaç, c'est une turque aussi, dans un texte magnifique et émouvant sur Gezi, dont je vous conseille vivement les lecteurs, et c'est en français, je vous enverrai le lien si ça vous intéresse. Définit Gezi comme une grande fête collective ou encore comme une œuvre d'art expérimentale. D'autres, moins poétiques, le décrit comme un mouvement de place, un mouvement social ou événement de Gezi. Je préfère en parler comme une résistance ou direniş en turc. Direniş, voilà, ça c'est le mot. Je veux revenir à Chapuling, c'est un mot inventé. L'occupation du parc Gezi donc, a commencé le 27 mai 2013 et continué jusqu'au 16 juin, où les forces de la police ont repris la place suite aux longues, difficiles et violentes confrontations meurtrières avec les participantes. Et on a eu des morts. Avant de revenir sur cette opposition entre le côté festif et le côté violent de la résistance, je vais essayer de décrire la population qui était sur place. Selon les estimations, nous étions quelques 2 millions d'individus uniquement à Istanbul. Je dis uniquement à Istanbul puisque, comme c'était le cas pour Niğdebu, ça a commencé à Istanbul, mais après, ça a été aussi dans d'autres villes. Nous étions jeunes, étudiants, lycéennes. Par exemple, là, c'était le coin de notre université, université de Galatasaray. Là, c'est direniş est partout, c'est-à-dire résistance est partout. Là, c'est notre coin de camping. Mais l'une des particularités de Gezi était de réunir les générations, contrairement à mai 68 par exemple, dont la particularité était la rupture avec les valeurs, si je ne me trompe pas, la rupture avec les valeurs des anciens, enfin des parents, pour une société plus libre, machin. Hop, là par exemple on voit un taser, quelqu'un qui ne veut pas déranger, une femme qui ne veut pas déranger. Selon les enquêtes, il y avait une très forte présence des femmes, soit 52%. C'est Turkmen, une autre universitaire qui a écrit ça. Ce qui n'est peut-être pas intuitif pour vous, mais la Turquie a une longue et forte tradition en matière de féminisme et les femmes sont beaucoup présentes dans les affaires publiques, au moins dans les rues, disons. En termes de classe sociale, alors étant les Gezi, c'était pas exactement un mouvement politique, c'était plutôt social et peu classique. Et du coup, je ne vais pas dire que c'était un mouvement populaire ou c'était un mouvement de classe moyenne, mais vraiment parce qu'on voyait toutes sortes de personnes, des ouvriers, des employés, enfin des cadres. Il y avait les avocats, il y avait les médecins qui étaient là pour nous aider. Il y avait des artistes, il y avait un petit peu tout le monde. Et en effet, en ce sens, Gezi fait preuve d'une richesse presque incroyable, comme nous pouvons vu dans les images précédentes. Toutes les religions, ethniques, il y avait différentes personnes, en réunissant des couches sociales difficilement en interaction, ce qui a considérablement participé à la diversité de son répertoire d'action. Par exemple, il y avait des jongleurs qui ont jonglé. La communauté LGBTQI ont fait leur marche de fierté d'abord à Gezi, puis le 30 juin avec plus de 100 000 personnes participantes, avec surtout le slogan l'amour c'est résister ensemble, que j'aime beaucoup, que je l'utilise. Voilà, c'est quoi la prohibition là sur leur pancarte.
Il y avait le collectif des musulmans anticapitalistes, c'est un phénomène en soi, je pense. Ils ont organisé des séances de prière collectif ainsi que des repas publics de rupture de jeûne appelés les repas de la terre. Là, par exemple, c'est à peu près le milieu de l'avenue Istiklal, dont je vous ai montré tout à l'heure, qui est à peu près 1004 mètres longue. C'est le moitié. Imaginez, il y a la table qui vient depuis les débuts de l'avenue, quoi. À peu près 700 mètres de table, des gens qui mangent ensemble. Il y avait les maires qui ont constitué des chaînes de maires, elles se sont appelées comme ça, chaînes de maires, pour un futur meilleur. Il y avait les anarchistes qui ont installé une librairie publique sur l'espace. Mais dans tous les cas, l'esprit d'humour et de créativité n'a jamais été absent des actions. Je pense que c'est ça ce qui est le plus important à Gezi. Autre que la manifestation, les slogans, les forums, les ateliers, voilà tout ça. Et les slogans qu'on a prononcés à voix unique. Nous pouvions entendre le son des ustensiles de la cuisine, pot contre poêle, comme ça. Ou même les gens sortaient de leurs fenêtres avec leurs trucs pour faire de bruit avec les gens qui manifestaient, qui étaient dans la rue et tout ça. Regarder les villes dont les bâtiments faisaient des clins d'œil avec l'action lumière. L'action lumière, ça consistait à allumer et éteindre la lumière comme ça. Dans toute la ville, c'est formidable. Et des militantes en train de lire aux officiers de la police, par exemple. Écouter les musiciens jouer au piano en plein milieu de la place publique. Le point commun de toutes ces actions était de revendiquer le pacifisme, l'action non violente et créativité pour se libérer et libérer nous, toutes et tous, de la violence de l'État autoritaire qui se faisait ressentir dans tous les domaines de la vie, publique et privée. Le principe d'action non violente s'est incorporé notamment avec l'action pacifiste d'un artiste, c'est lui, qui s'est planté comme ça, l'homme debout, au milieu de la place publique, place Taksim. Et l'action a tout de suite gagné d'ampleur dans plusieurs coins du pays. Enfin, c'est pas lui qui a inventé le mouvement, c'est déjà une action pacifiste. Contre les propos rancuniers d'Erdogan, les participantes ont adopté un discours également pacifiste, humoriste. Il qualifiait les Gezi'ciler. Gezi'ciler, en fait, c'est un mot en turc. Gezi, normalement, c'est le promenade, à la fois le nom du parc et ça veut dire promenade, le nom. Et Gezi'ciler, c'est les gens qui se promènent, mais à la fois les gens qui participent au Gezi. Donc, on se dit Gezi'ciler. C'est ceux qui participent à Gezi, donc. Du coup, il nous a qualifiés comme étant marginaux, ivrognes, parce qu'on revendiquait notre liberté de boire comme on veut. En même temps, ça se discute dans un contexte capitaliste, mais on peut en discuter là. Ou de çapulcu, que nous pouvons traduire comme des racailles. Alors, çapulcu, donc des racailles. Toujours en bonne humeur, Gezi a su en faire un slogan qui s'est vite popularisé. Every day I'm chapulling. C'est vraiment, on chantait, voilà. Et y compris au niveau international, et parmi les intellectuels comme par exemple Chomsky. Je suis également Çapulcu, je nous ai rejoints comme ça. Et en effet, les réseaux sociaux étaient le principal moyen de communication pour faire connaître le mouvement instantanément dans le monde. Et pour le clin d'œil à d'autres mouvements comme Occupy Wall Street aux États-Unis en 2011, j'espère qu'on l'étudierait, on avait inventé des hashtags comme Occupy Gezi. Et c'est à la fois l'ampoule du logo du parti d'Erdogan et aussi le masque. Voilà.
les médias locaux ou nationaux ayant montré leur incapacité à faire leur boulot depuis déjà pas mal de temps, les réseaux sociaux et les murs se sont révélés comme des lieux d'expression autogérés, disons. Comme le montre ce clin d'œil au mouvement situationniste. La révolution ne serait pas télévisée. C'est une phrase de Guy Debord. L'importance des réseaux sociaux s'est montrée notamment pendant les violences policières, dont je n'ai pas encore mentionné. Les médias ayant choisi de montrer un documentaire sur le pingouin, sur le pingouin, lors de l'une des plus graves confrontations entre les Gezidjilal et la force de la police, qui avait le soutien inconditionnel de l'industrie du gaz lacrymogène. La mobilisation sur des comptes Twitter spécifiques à Gezi s'est révélée d'une importance majeure pour faire appel aux équipes médicales qui patrouillaient la place ou pour informer les proches ou se retrouver parmi des centaines de milliers d'individus. Voilà. Et je crois qu'il est vraiment difficile d'exprimer l'horreur des confrontations avec la police, qui rappelait pour moi des scènes des films de guerre ou des photos des guerres civiles, comme c'est comme si c'était un film. On a dû faire des barricades sur plusieurs points d'entrée à la place, dont je vous ai montré au départ, pour empêcher l'entrée de la police. On a utilisé tout ce qu'on avait à la portée de la main, des pierres, des trottoirs, des métaux, des bus publics réduits à bric-à-brac. On a appris à préparer des solutions qui apaisent les effets du gaz lacrymogène. J'en ai fait pas mal à la maison, par exemple. De se bien couvrir la bouche et le nez, d'essayer de se moquer aussi de cette respiration douloureuse. Mais surtout de ne pas se traumatiser, paniquer ou rester immobile quand quelqu'un proche est blessé. C'était le cas d'un ami à moi, par exemple. On a dû le transporter à l'hôpital. Il a perdu son œil. Il a perdu quoi? Il a perdu son œil. J'espère qu'en France, nous n'arriverons plus jamais à apprendre à faire cette expérience, et surtout pas à Nuit de Nice. Mais quant aux répercussions ultérieures de notre Direnish, étant donné qu'Erdogan est toujours au pouvoir, enfin, à quoi ça sert? Ça a servi. Étant donné qu'Erdogan est toujours au pouvoir, nous pourrions dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Or, ça serait se tromper quant à l'interprétation du mouvement, parce que nous n'avons jamais ciblé le gouvernement en tant que tel. Gezi n'était pas un mouvement politique dans le sens classique du mot. Il n'était pas une tentative d'accaparer le pouvoir de l'État, du gouvernement, pour se mettre à leur place. C'était un mouvement d'en bas, une expérience de la démocratie directe qui réunissait une pluralité qui dépasse le champ d'imagination politique de son contexte. Il a donné l'espoir aux jeunes générations comme la mienne. Si ce n'était pas grâce à Gezi, par exemple, je ne serais probablement pas ici parmi vous en train de faire une présentation pour contribuer à vivre ensemble dans un pays que je ne connais pas. Enfin. Après, ça se discute à quoi ça sert que je fasse cette présentation. Mais si nous allons changer quelque chose dans ce monde où le capitalisme coupe l'arbre dont il ne peut vendre l'ombre, c'est ce qui est écrit ici, et c'est une citation de Marx, ça va être toutes et tous ensemble, en se nourrissant des expériences des unes des autres, tant individuelles comme ce qu'on essaie de faire ici à Nuit debout avec les agoras et avec des ateliers, et que des expériences collectives en étudiant les mouvements citoyens dans le monde et dans l'histoire, en tirant des leçons, de l'inspiration et surtout de l'optimisme, de la croyance en un vivre ensemble meilleur et non violent. Pour conclure, je ne vais pas dire quelque chose, parce que je pense qu'il faut qu'on en discute tous ensemble. Quelle conclusion on peut tirer de Gezi, au moins de ce que j'ai essayé de vous présenter ici? Comment on peut le rapprocher avec Nuit debout? Quel répertoire d'action, par exemple, on a ici à Nuit debout? Comment on peut l'enrichir plus? Est-ce qu'on a un langage propre à Nuit debout? Est-ce qu'on peut l'inventer? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile?
Est-ce que nous avons de l'humour? Est-ce que nous avons des actions voilà, créatives? Si oui, lesquelles? Sinon, comment on peut les inventer pour attirer plus de gens, pour rendre le mouvement non seulement politique, mais aussi festif. La résistance au côté artistique, créatif, humoristique, tout en gardant le sérieux, mais le sérieux, ça c'est pour les adultes, enfin on n'a pas besoin. Voilà. C'est ça, ouais. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et là, c'est une photo d'un forum de quartier à Istanbul. Je pense que c'est aussi, ça pourrait très bien aussi être un forum de nuit debout. C'est tout. Merci Aïcha. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des points que vous voulez que je revienne ou que... Enfin, je crois qu'elle était le premier et après je passe.